d'être parmi les modérateurs de cette session. Alors, professeur Patrick Tougnan, grand spécialiste en gastroentérologie et nutrition pédiatrique, qui va certainement nous apporter du nouveau à travers de cas cliniques, j'imagine, en nutrition et en gastro. Donc, on vous demande d'être patient, mais aussi d'être réactif, éventuellement en posant des questions. La vidéo. Donc, on passe à la présentation, et entre les deux, donc, on va passer la vidéo. Est-ce que vous voulez, Hassan? D'ailleurs, oui. Donc, vous avez la parole. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu à Fès et je suis très content d'être ici. Donc vous allez travailler, puisque ça va être des cas cliniques, mais avec des QCM. Donc je regarde ceux qui lèvent la main ou ceux qui ne lèvent pas la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, je les interrogerai. Alors, donc il y a plusieurs cas cliniques et je m'arrêterai parce que Donc, premier cas clinique, un garçon, c'est des vrais bien évidemment qu'on a vécu dans le service. Un garçon âgé de 2 ans et demi est amené par ses parents pour boiterie, sans fièvre, puis refus total de la marche. Les parents ne sont pas apparentés, les vaccins sont à jour, la croissance est normale, comme vous le voyez, là c'est sur le côté. C'est le seul enfant du couple et les parents cèdent à tous les caprices de cet enfant. L'examen est normal, il est apyrétique. Donc comme il a une boiterie, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Une radiographie du bassin et des membres. Donc je vous laisse regarder la radiographie et les anomalies qui l'accompagnent. Je ne sais pas s'il y a des orthopédistes dans la salle. Attends Hassan, je vais regarder si tu vas avoir la bonne réponse. Alors, devant ce tableau et ces radios, quel diagnostic pouvez-vous évoquer? Est-ce qu'on peut évoquer une leucémie? Personne n'évoque une leucémie? Un enfant qui a une boiterie? Récente. Une affection ostéo-articulaire? À ce stade-là, on ne sait pas grand-chose. Hein. Une carence nutritionnelle? Une maladie cœliaque? Un problème psychologique? Oui. Bon, déjà, on peut vraiment, à ce stade-là, on peut absolument tout évoquer. Hein. C'est le problème de la médecine. Alors maintenant, je vais vous donner les éléments pour donner le diagnostic, donc qui est bien sûr parmi ces 5. Alors, l'échographie de hanche ne montre pas d'épanchement. La scintigraphie osseuse ne montre aucune anomalie de fixation osseuse ou tissulaire. Il y a une anémie microcytaire fériprive. Les globules blancs, plaquettes, une thrombocytose. La CRP est négative. La sérologie cœliaque est négative. La ponction lombaire est normale. L'IRM rachidienne et cérébrale, vous voyez, tout ce qu'il a eu, sont normales. Le scanner et le TEP scan sont normaux. Le myélogramme et la biopsie ostéomédulaire sont normaux. Il n'était pas chez nous au départ. Et l'IRM que vous voyez, vous apercevez ici, montre les examens suivants, les résultats suivants. Je vous laisse regarder. Donc il n'y a plus qu'un seul diagnostic possible. Carence en fer, alors on va les voir, puis vous allez voter, soit carence en fer, soit un Gaillet verniqueux, une carence en B1, soit une carence en B12, soit un scorbut, soit un rachitisme. Alors qui pense qu'il n'y a qu'un seul diagnostic possible et compatible avec tout? Qui pense que c'est une carence en fer? Tu vois, ça redevient nutritionnel. Qui pense que c'est une carence en fer? Qui pense que c'est un Gaillet verniqueux? Une carence en B12? Un scorbut? Un rachitisme? Attendez, personne n'a levé la main. Ah. Donc on recommence. Hassan, tu penses que c'est quoi? Comment?
Non, mais un diagnostic compatible avec l'ensemble des éléments disponibles. Qui dit scorbut? Bravo. C'est effectivement tous les signes du scorbut. Alors, quand on reprend l'histoire, mais je ne vous l'ai pas donné, bien sûr, parce que ça aurait été trop facile, cet enfant a été allaité jusqu'à 1 mois de vie, il a été diversifié à 6 mois, et puis à 1 an, il a eu un refus des morceaux, c'est une situation exceptionnelle, mais qui peut se voir, et il mangeait que des viennoiseries. Et à 1 an et demi, il refuse les compotes, puis les laitages, il est de plus en plus difficile, et depuis l'âge de 22 mois, il a 3 ans et demi, je ne me souviens même plus, je reviens juste en arrière, 2 ans et demi, donc depuis l'âge de 22 mois, il boit uniquement 1 litre de lait de vache entier, des desserts chocolatés et des biscuits, c'est tout. Donc ça fait plus de 6 mois qu'il ne mange que ça. Et donc, c'est un scorbut. Les signes radiologiques que vous voyez, on va revenir en arrière, sont des signes assez caractéristiques, avec un élargissement des bétaphyses, avec la bande claire métaphysaire que vous voyez là. Tout ça, c'est des signes de scorbut, une déminéralisation osseuse. Et les scorbuts, on va le voir juste après, se présentent souvent comme ça. Et donc, ça va être confirmé par le dosage de la vitamine C, on va y revenir tout de suite, qui était très diminué. Et après interrogatoire, les parents vont dire c'est vrai que lorsqu'il se brosse les dents, il saigne. Et donc, il va être traité parce qu'il avait un gros déficit en scorbut, en vitamine C. On va lui donner du lait de croissance. J'ai mis le lait de croissance en gras parce que si à la place du lait de vache entier, cet enfant avait bu du lait de croissance, le lait de croissance est très riche en vitamine C. Et donc, il n'aurait pas eu de scorbut. Et puis, il va avoir une alimentation diversifiée. Donc, un petit rappel sur le scorbut. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a été médiatisé, qu'il y a soi-disant une augmentation de la prévalence, de l'incidence du scorbut. C'est totalement faux, hein. Ça reste très rare. J'en ai vu que 2 dans ma vie. Et j'en ai parlé à Marc Belaïch, qui voit beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Et il en voit 1 à 2 par an, mais parce qu'il voit des troubles du comportement alimentaire. Donc, le scorbut, vous pouvez faire les diagnostics de scorbut. Ce qui est caractéristique, c'est la gingivite hypertrophique et hémorragique. Vous voyez, c'est cette jeune fille qu'on avait, c'est le 2e diagnostic de scorbut qu'on a fait. Et donc, ça entraîne une asthénie, une anorexie, qui va aggraver la sélectivité alimentaire. Ça peut donner, je ne sais pas si vous voyez bien la photo, vous voyez sur la joue, des folliculites et un petit purpura vasculaire. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin. Ça, c'est assez caractéristique. Et surtout, et c'est là où il faut y penser, ça peut donner des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. Donc, quand vous avez une asthénie profonde associée à des douleurs osseuses, vous savez qu'il faut évoquer une leucémie. Voilà. Donc, souvent, ces enfants, ils sont pris soit pour des leucémies, ça a été son cas, puisqu'il a été en hématologie pour un diagnostic de leucémie, et ils peuvent aller aussi en orthopédie pour des infections ostéo-articulaires. C'est le diagnostic différentiel. Alors, on a une réserve de 2 à 3 mois de vitamine C, donc il faut ne plus du tout manger de vitamine C, c'est-à-dire de végétaux, pendant des mois et des mois, et ça se voit surtout sur des terrains psychiatriques, notamment les enfants autistes, qui ont une hypersélectivité alimentaire très très importante. Le traitement, bien sûr, c'est par la vitamine C, et les symptômes régressent rapidement. Alors, juste un petit point quand même, qui est relativement important, parce qu'il a donné lieu donc, à un article biaisé faisant croire qu'il y a une augmentation du diagnostic de vitamine C. Le dosage de la vitamine C, c'est un très mauvais reflet du statut en vitamine C. D'abord, il ne reflète pas l'état des réserves. Ensuite, il est très influencé par les apports récents. Si vous avez mangé des oranges 2 jours de suite alors que ça faisait 6 mois que vous n'avez rien mangé comme vitamine C, ça peut être normal, ce qui bien sûr est pathologique, enfin, et pas du tout le reflet. Ça se dégrade très vite, la vitamine C, dans le tube. Il faut entre 30 minutes et 2 heures maximum avant de le centrifuger. Donc vous imaginez que souvent quand ça traîne sur la paillasse, ça donne des fausses hypovitaminose C. Et puis en cas d'inflammation, la vitamine C plasmatique place dans les globules blancs et ça diminue faussement. Donc on ne prescrit pas de dosage de la vitamine C, parce que c'est beaucoup fait en France et c'est vraiment une erreur, s'il n'y a pas des signes cliniques ou radiologiques de scorbut.
Sinon, vous allez faire plein de faux diagnostics de carence en vitamine C. Et une carence en vitamine C, si elle était sur un dosage sans signe clinique, elle devra toujours être confirmée par le dosage de la vitamine C érythrocytaire, qui est beaucoup plus fiable. Voilà, donc c'est rare, mais il faut savoir y penser. Deuxième situation qui va vous faire réfléchir. Donc c'est une adolescente de 15 ans, pas d'antécédents, elle vient d'avoir une arthrodèse pour une scoliose idiopathique. Hassan va encore me dire où est la nutrition, ça va venir. Elle est sortie d'hospitalisation à J2, sous morphine. Vous savez que maintenant chez nous, ils sortent très très vite. On a la chance à Trousseau d'avoir sûrement le meilleur orthopédiste pédiatrique pour les scolioses. Donc ils sortent sous morphine. Bon, la morphine l'a constipée, donc elle était constipée pendant 15 jours, mais maintenant elle a un transit normal. Elle a perdu 600 grammes, elle a 15 ans. Et à J20, brutalement, apparaissent des douleurs suçombilicales intenses, un vomissement bilieux et un abdomen souple, mais douloureux à la palpation. Donc devant le tableau, quel diagnostic pouvez-vous évoquer? Qui pense qu'on peut évoquer le syndrome de la pince mésentérique? Ah, 2 courageux qui lèvent la main, 3 courageux. Une occlusion d'origine médicamenteuse, elle est sous morphine. Une pancréatite aiguë. Personne? Ah si? Une spondylodicite. Oui. Et des douleurs neuropathiques transitoires, ce qui se voit après une arthrodèse. Alors, nous, on a évoqué 3 diagnostics. Un syndrome de la pince mésentérique, une pancréatite aiguë et des douleurs neuropathiques transitoires. Et la suite nous a donné le diagnostic. À vous de le faire. Donc, voilà, on va regarder ensemble. Hémoglobine, donc, pas d'anémie, VGM normal, légère thrombocytose. Le bilan, le ionogramme sanguin est normal. La CRP est inférieure à 1 mg par litre. Les transaminases sont normales, les gamma-GT sont normales, les phosphatases sont normales. La BILU est subnormale. La lipase est à moins de 3 fois la normale. Et le TOGD, que je vais vous montrer tout de suite, montre une stase gastrique alors qu'on a essayé de la faire passer sur le ventre. Et le produit de contraste présente un ralentissement à travers le 3e diodénum, mais le jéjunum finit par être opacifié. Voilà donc cette jeune fille. Vous voyez les éléments de l'arthrodèse. L'estomac, je ne sais pas si on... L'estomac, vous voyez qu'il se prolonge. Vous avez au niveau du rachis, on ne voit pas très bien, mais on voit le jéjunum après. Alors, quel diagnostic vous retenez? Donc, qui pense que c'est un syndrome de la pince mésentérique? Qui pense que c'est une pancréatite aiguë? Qui pense que c'est des douleurs neuropathiques transitoires? Hassan, tu penses quoi? Bien sûr, on a tous pensé au A, mais c'était une pancréatite aiguë. Il n'y a aucune raison. Alors pourquoi? Voilà les arguments qui étaient pour et contre. Les arguments pour une pince aortomésentérique, c'était les vomissements bilieux. Mais cet enfant a eu un vomissement bilieux. Un seul. Je vous ai dit, hein, un seul. Dans les pinces aortomésentériques, ils vomissent beaucoup. Alors le TOGD semble en faveur, mais elle vient d'avoir un rachis redressé, et après les arthrodèses, on peut avoir comme ça des fausses images de pinces aortomésentériques. Et les pinces aortomésentériques, puisque vous avez tous répondu ça, vous savez très bien que ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, les pinces aortomésentériques. Elle n'avait aucune raison d'avoir une douleur intense. En plus, les pinces aortomésentériques, après les arthrodèses, nous encore une fois, on en a beaucoup à Trousseau, elles surviennent, mais après plusieurs kilos de pertes. Cet enfant n'avait perdu que 600 grammes. Elle a 15 ans. Et l'aspect n'était pas vraiment typique au TOGD parce que, normalement, ça ne passe pas du tout quand on est en vomissement bilieux. Et là, ça passait. Et qu'est-ce qui est en faveur de la pancréatite?
ben, la douleur intense, hein, ça fait très très mal. Alors la lipase, je l'ai dit pourtant, hein, elle était augmentée, la lipase. Oui, mais ce qu'il faut savoir dans une pancréatite aiguë, et vous allez voir la suite, c'est qu'au début de la pancréatite, la lipase augmente peu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir. Et donc, quand vous pensez à une pancréatite et la lipase est à peine augmentée, ne réfutez pas le diagnostic, parce que souvent, le lendemain ou le surlendemain, vous allez avoir une lipase qui va exploser. Alors, ce qui était en moins, c'est le vomissement bilieux, mais vous savez très bien qu'un enfant qui a très très mal peut avoir des vomissements bilieux. Le TOGD, mais le TOGD ne montre rien dans la pancréatite aiguë. Et la lipase était peu augmentée, voilà, et le lendemain, elle était déjà à 7 fois la normale. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Ne vous faites pas avoir dans les pancréatites. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec l'arthrodèse? Eh bien, c'est décrit. C'est décrit. Les pancréatites aiguës après arthrodèse, c'est quelque chose de connu. D'ailleurs, même les orthopédistes connaissent ça. Vous voyez, voilà les 3 publications qu'on a ressorties. 44 patients, 14% d'élévation de la lipase, dont un tiers avec des douleurs, donc pas toujours des douleurs. Donc il peut y avoir une augmentation de la lipase qui n'est pas toujours symptomatique. Et dans les facteurs de risque, on a une pression artérielle péropératoire basse. Le deuxième, 80 patients, 8 pancréatites aiguës, donc 10% de pancréatite aiguë. Et le troisième, 547 patients et 4 pancréatites aiguës. Aucune n'est sévère, c'est sûrement la modification de la situation, situation anatomique, qui doit entraîner une petite pancréatite aiguë, mais qui peut être très douloureuse. Donc, retenez qu'après une arthrodèse, on peut avoir une pancréatite aiguë. Et ce n'est pas exceptionnel, hein, comme vous le voyez là. Probablement par modification anatomique au moment de l'arthrodèse. Ça ne dure pas longtemps et c'est jamais grave. Bon, maintenant, comme c'était difficile, un cas facile. Garçon, 2 ans. Vous avez fait le diagnostic de garçon sans problème. Il se présente avec ses lésions érythémateuses et prurigineuses. Il a eu plein de traitements locaux qui n'ont pas marché. Il est en très bon état général. Il n'a pas de trouble du transit. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Oxyurose? Non. Candidose? Oui. Infection staphylococcique? Oui. Ben, levez la main que je vois qui évoque ça. Infection streptococcique? Ah, il y en a pas mal là. Psoriasis? Ah, il y a presque une égalité avec strepto et pso. C'est pas un pso, hein. Quand vous voyez de près, alors on ne voit pas très bien, l'image n'est pas très très belle, hein, mais il n'y a pas les signes dermatologiques du pso. Je crois qu'il y a un dermato parmi nous, il pourra sûrement mieux interpréter ça. Donc je rappelle, quelle est la particularité? C'est que vous avez tous appris que les anites streptococciques existaient avec des... Oui, vous voyez bien, avec une anite que vous voyez là et des éruptions vésiculeuses à distance de la marge anale, c'est prurigineux, mais surtout ce qu'il faut retenir... Alors, le diagnostic se fait avec le streptatest, vous savez, c'est très simple maintenant, hein. Avant, on le faisait avec le prélèvement, bon, c'est bien sûr mieux, mais le streptatest, ça marche. Et n'oubliez pas qu'il faut mettre ça, faut pas mettre ça sur l'anus, il faut rentrer à l'intérieur. Je rappelle que, mais on a un éminent infectiologue qui va me confirmer ici, le principe, c'est que le streptocoque, c'est le même que celui de la gorge, hein. Le streptocoque, il se trouve dans le rectum et le sigmoïde. Et c'est les sécrétions toxines du streptocoque qui provoquent ces lésions anales et périanales. Et donc, si vous voulez être sûr de trouver le streptocoque, il faut rentrer le coton-tige à l'intérieur de la marge anale. Et c'est souvent associé à une balanite ou à une vulvite. Et parfois, il n'y a que la vulvite. Donc, quand vous n'avez qu'une seule vulvite, ben, sachez qu'il faut aussi rechercher une anite qui peut aller avec ou survenir après la vulvite. Quant à l'antibiothérapie, mon ami Robert Cohen m'a reconfirmé récemment que c'était bien ça. Alors, pourquoi on utilise de l'Orelox et de l'Augmentin et non pas une pénicilline banale comme dans la gorge? Tout simplement parce que le streptocoque qui se trouve dans le rectum ou dans le côlon, il a plein de petits copains qui sont à côté de lui,
des Escherichia coli, qui eux ont des bêta-lactamases. Et donc, autant dans la gorge, il n'y a pas d'Escherichia coli, en tout cas pas en quantité suffisante pour annihiler les effets des antibiotiques, autant là, il y en a plein. Et donc c'est pour ça qu'il faut donner une céphalo ou de l'augmentin pour éviter que les bêta-lactamases des Escherichia coli détruisent l'antibiotique. Alors ça ne marche pas toujours très bien, et en cas d'échec, on refera le même traitement, donc 10 jours de traitement, mais au 5e jour, on ajoutera de la rifampicine, qui n'est pas facile à donner. Voilà, c'est souvent récidivé. Et le diagnostic d'anis streptococcique, on passe souvent à côté. Localement, on ne fait rien. Rien du tout. Il faut éviter de toucher l'anus des enfants. Même la constipation, ça se traite exclusivement par la bouche. La place de... Non, rien localement. Ça ne sert absolument à rien. Encore une fois, les streptocoques, ils se trouvent à l'intérieur. Ils ne se trouvent pas sur la marge anale. Tu confirmes, Mostafa Bouskaoui? Je suis à 20 minutes, mais j'en ai encore. Qu'est-ce que je fais? On ajoute un cas clinique? Alors, facile, hein, très facile. Une adolescente de 13 ans qui consulte pour des régurgitations après les repas, régurgitations qui limitent la prise alimentaire et une toux nocturne insomniante. Alors, elle n'a pas de chance, cette jeune fille, je la suis encore. Elle a un diagnostic de maladie cœliaque qui a été fait à 9 mois et une maladie de base d'eau, donc 2 maladies auto-immunes, qui a été diagnostiquée à 12 ans et demi et qui est traitée par néomercazole. Donc une hyperthyroïdie auto-immune et une maladie cœliaque. Elle a perdu 8 kilos. Elle a une aménorrhée secondaire. Et la mère, qui a elle vit avec sa mère, qui a beaucoup de soucis d'argent, me dit que elle n'est pas sûre parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter des produits sans gluten qui coûtent cher et elle pense que sa fille suit mal le régime. Alors, vous avez bien emmagasiné, régurgitation, toux nocturne, antécédent maladie cœliaque, maladie de baisse d'eau, perte de 8 kg, aménorrhée secondaire, observance du régime mauvais. Quel est le seul diagnostic qui est compatible avec l'ensemble du tableau clinique? Alors, on va voir, qui pense que c'est un régime sans gluten mal suivi? Une hyperthyroïdie mal contrôlée. Ah, on a une main qui s'est levée, 2 mains. On se croirait aux enchères. Un reflux gastro-œsophagien. Oui, levez la main alors que je vois, parce que... Une acalasie de l'œsophage. Donc là, j'ai un à ma droite qui dit mieux. Une anorexie mentale. Hassan aussi. Alors, on revient en arrière. Donc, ceux qui ont pensé que c'était une anorexie mentale, parce qu'il y a pas mal, comment vous expliquez les toux nocturnes insomniantes? Psychologique. Bon, effectivement, quand on ne sait pas pourquoi c'est dû, on dit que c'est psychologique. Mais là, des régurgitations et une toux nocturne. Ça fait beaucoup, hein? Et l'aménorrhée secondaire, ok. La perte de 8 kg, ok. Non, la seule chose qui est compatible avec l'ensemble du diagnostic, c'est une acalasie de l'œsophage. Alors, on va y revenir, hein. On va y revenir. Que doit-on impérativement rechercher devant un diagnostic d'acalasie de l'œsophage? J'ai vu qu'à ma droite, quelqu'un avait trouvé. Est-ce qu'on doit rechercher un reflux? Une alacrimie? Une hypothyroïdie? Oui ou non? Une insuffisance en ACTH? Une insuffisance en hormones de croissance? Donc très bien. Alors, c'est une maladie rare, hein, l'acalasie de l'œsophage. On a une grosse série, mais c'est une maladie rare. Vous voyez, 1 sur 100 000 par an, une prévalence de 1 sur 10 000. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage, mais avec une dysmotricité de l'œsophage. Et il faut tout de suite rechercher un syndrome des 3 A. Donc, acalasie, alacrimie, donc on demande si elle a des larmes. Et ce qui, bien sûr, nous inquiète le plus, c'est l'insuffisance surrénale, qui est une insuffisance surrénale centrale et qui peut bien évidemment décompenser en insuffisance surrénale aiguë. Et cette fille avait une forme auto-immune.
ce qui est très rare. C'est une forme très rare d'achalasie, une achalasie auto-immune. Les achalasies, on ne connaît pas vraiment le diagnostic exact, mais il y a des formes post-infectieuses, peut-être que Mohamed Bouskraoui connaît, et puis des formes très rares auto-immunes. Donc elle avait une maladie cœliaque, un base d'eau et une achalasie auto-immune. Pas de chance, hein. Alors, les signes, c'est dysphagie, douleur rétrosternale, régurgitation d'aliments non digérés, chose qu'elle avait, amaigrissement, et ce qui est très caractéristique, c'est la toux en position allongée. Et cette fille avait absolument tous les signes. Et vous ne pouviez expliquer aucun des autres diagnostics. Alors, comment vous confirmez le diagnostic? Ça, c'est vraiment très simple. L'endoscopie, le TOGD, la manométrie, l'impédensmétrie ou la scintigraphie œsophagienne? C'est bien sûr la manométrie œsophagienne qui va montrer une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage, mais qui va montrer aussi non seulement des défauts de relaxation du sphincter, mais surtout des ondes primaires non propagées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sphincter inférieur de l'œsophage qui est malade, il y a aussi toute la motricité œsophagienne. Et puis vous connaissez tous, bien sûr, l'aspect en queue de radis de l'œsophage, qui est assez caractéristique de ça. Alors, comment vous traitez? Nifedipine? Oui, non? Dilatation par ballonnet, dilatation endoscopique par ballonnet? Injection de toxine botulique par voie endoscopique? Myotomie de LR? Intervention de Nissen? Qui pense qu'il faut faire un Nissen? Alors, il ne faut surtout pas faire de Nissen, hein. Il a déjà une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Si en plus on fait un Nissen, il ne va pas être bien, hein. Donc, juste un petit rappel, on peut commencer, on a un patient, on a à peu près une trentaine d'achalasie dans le service, un patient qui prend de la nifedipine tout le temps et qui va bien. C'est exceptionnel, la plupart, c'est très passager. Et après, l'autre chose qu'on peut faire, c'est soit des dilatations par ballonnet, c'est ce que vous voyez en haut, soit en bas, l'injection locale de toxine botulique. Ça marche pas mal. Et sinon, on passe au traitement chirurgical. Alors, il y a le fameux POEM qui est un traitement par endoscopie. Beaucoup d'accidents. Pas de pédiatre, il n'y a pas de pédiatre qui le font. Et ça a presque été abandonné, parce que vous savez que ça existe aussi chez l'adulte, et ça a presque été abandonné. Le mieux, c'est bien sûr la myotomie de LR, donc qui consiste à ouvrir le bas œsophage, à dilacérer le muscle du sphincter inférieur de l'œsophage pour le rendre beaucoup moins hypertonique, et on fait un petit toupet, vous voyez, c'est sur le côté, c'est-à-dire un petit système anti-reflux, parce que comme on va dilacérer le sphincter inférieur de l'œsophage, il va y avoir un reflux. Donc on va faire un toupet, mais bien évidemment après la myotomie de LR, pas au début. Enfin, dernière question, j'en ai une dernière après, mais j'arrêterai. Truc important, parce que la fille, elle vous demande, donc elle a guéri, elle est super contente, tout va bien, mais elle dit, est-ce que je suis définitivement guéri? Qu'est-ce que vous lui répondez? Qui lui répond non, elle vous demande si sa maladie va récidiver, va récidiver. Non, 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 elle ne récidive que très rarement après la chirurgie. Qui est-ce qui pense ça? Alors donc, vous pensez tous, puisque personne n'a levé la main, qu'elle va récidiver. Alors, est-ce qu'elle va récidiver dans 10% des cas au bout de 10 ans ou 50% des cas au bout de 5 ans? C'est important la réponse que vous allez donner, parce que la fille, elle veut savoir. Vous voyez que ça n'a rien à voir, hein. 10% en 10 ans, 50% en 5 ans, c'est plus du tout la même chose. Alors, qui pense que c'est 10% au bout de 10 ans? Qui pense que c'est 50% au bout de 5 ans? Effectivement. Et ça, c'est très important de leur préciser. Voilà, ça c'est une étude qu'on a faite sur une autre série. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, à peu près 50% au bout de 5 ans des enfants ont récidivé. Et donc on les réopère. On les réopère. Donc il faut le savoir et surtout prévenir les patients. Parce qu'il ne faut pas leur dire, tu sais, là, on va t'opérer et puis tu vas être définitivement guéri. Non, malheureusement, ils récidivent. Bon, j'en suis à 28 minutes, j'en avais encore un dernier, mais on arrête là. Merci professeur Tounion. Merci pour ce brillant exposé et ce panorama de cas cliniques fort intéressant. On a le droit juste pour une question. Voilà, Patrick, je vais te poser une question pour le scorbut. Ouais.
Scorbut, Oui. vous avez fait plein de bilans pour faire le diagnostic de scorbut. Combien ça vous a coûté? C'est pas nous qui les avons fait. Justement, c'est ce que j'ai dit. Cet enfant a été dans un autre service et ils ont mis du temps à faire le diagnostic. C'est pour ça que je vous ai présenté ce cas pour que vous ne vous fassiez pas avoir et que vous ne fassiez pas tous ces examens inutiles. Voilà. Bon, maintenant, combien ça nous a coûté? Très très cher. Très très cher. On passe à la vidéo. On passe à la vidéo. Bonjour les amis, la 20e édition de la PILIP se tiendra cette année du 4 au 6 avril au Palais des Congrès de Bourg-et-Grec. La Société marocaine de médecine interne et rhumatologie pédiatrique. Nous organisons donc notre 4e congrès cette année. C'est une première puisque nous l'organisons conjointement à la SMP, la PELIP et le Kawarabi. La Société marocaine de pédiatrie a l'honneur d'associer avec elle l'Association des pédiatres de libre pratique de Rabat, la Société marocaine de médecine interne et de rhumatologie pédiatrique et le Kawarabi qui est un groupe qui nous donne les dernières actualités sur cette maladie. Donc j'ai l'honneur aussi de présenter le Kawarabi Kawasaki Disease Arab Initiative qui est l'association sur la maladie de Kawasaki parmi les pays arabes. Un groupe qui a l'intention d'améliorer et d'optimiser le diagnostic, le traitement et le pronostic de ces patients. Nous allons avoir deux parties. Une partie exclusivement dédiée à la maladie de Kawasaki qui sera anglophone, avec des diapositives bien sûr en français et en anglais. La seconde partie, c'est la partie donc rhumatologie en général, Kawasaki exclue, et qui sera, elle, francophone, bien évidemment. Alors, au plaisir de vous voir ensemble durant ce meeting très important qui va rassembler l'Association des pédiatres du Maroc, ainsi que l'Association des rhumatologues immunologues du pays. Le format de ce congrès est inédit aussi parce qu'il y aura 4 associations scientifiques qui vont présenter leur programme, inédite par les orateurs nationaux, les sommités nationales et des sommités de différents pays, notamment les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France, la Suisse et d'autres pays, enrichissant le débat scientifique. Inédite aussi par le nombre d'ateliers qu'on va avoir, c'est des sessions pratiques qui vont concerner plusieurs domaines. On aura pratiquement 12 ateliers qui vont enrichir la formation des pédiatres dans différents domaines. Et nous espérons, avec la collaboration et l'aide des différentes associations et sociétés scientifiques du Maroc qui ont promis leur collaboration, de vous retrouver nombreux ici à Rabat, au Palais des Congrès de Salé. Je vous invite tous à profiter de ce week-end après Ramadan pour enrichir le plan scientifique, enrichir le plan culturel, parce que Rabat est une ville de culture. Nous vous attendons nombreux à ce congrès. C'est vous qui faites la réussite de notre congrès. Alors, marhaba bikoum.